Le pouvoir et la corruption, c'est un duo qui semble gravé dans le marbre de l'histoire. Mhm. On a beau changer les époques, les régimes, les continents, on a l'impression de revoir sans cesse la même pièce de théâtre. Un chef s'élève, promet le changement, et puis, lentement, le système semble le dévorer de l'intérieur. C'est un cycle presque prévisible, oui. Et ce qui est fascinant, c'est que la chute, quand elle arrive, provient rarement de là où on l'attend. Ah oui, C'est moins souvent l'ennemi déclaré à la porte que le murmure dans le couloir d'à côté. exactement. Et ce cycle, c'est le cœur de notre analyse aujourd'hui. On a devant nous une liasse de notes, un document assez dense qui tente de tracer une ligne droite entre des exemples historiques de corruption, de trahison, et une théorie sur leurs origines qui, Qui nous emmène assez loin. disons-le, oui, très, très loin de nos manuels d'histoire habituels. L'ambition de ce texte, en fait, c'est de refuser la réponse facile du «c'est la nature humaine». Il postule que si un schéma se répète avec une telle constance, ce n'est peut-être pas un bug. Mais une fonctionnalité. Exactement, un programme. Notre mission, c'est donc de suivre ce fil. On va partir de faits connus, la chute de rois, de présidents, pour voir comment le document les analyse. Et ensuite, on fera le grand saut avec l'auteur pour explorer sa thèse sur une origine beaucoup plus ancienne, et pour le moins, cosmique. Voyons où cette logique nous mène. Allons-y. Alors, commençons par le début. Le point de départ de cette analyse, c'est une idée que tout le monde connaît. Le pouvoir corrompt. Oui, le grand classique. Mais le document ne se contente pas de l'affirmer, hein. Il essaye de montrer que cette corruption n'est pas juste une faiblesse morale. C'est un véritable outil de déstabilisation systémique. Absolument. Ils mettent en scène des cas d'école pour illustrer non pas la corruption elle-même, mais ses conséquences. Vraiment ses conséquences cataclysmiques. Comme par exemple, Le premier exemple, c'est Louis XVI. Le texte le présente moins comme un tyran que comme le symbole d'un système à bout de souffle. L'extravagance de la cour, l'enrichissement d'une élite complètement déconnectée, tout ça a servi de détonateur à la Révolution. d'accord, donc la corruption n'est pas le crime en soi, c'est plutôt l'étincelle. C'est exactement ça, l'étincelle. Donc, c'est pas juste l'histoire d'un roi qui dépense trop. C'est celle d'un système qui s'effondre sous le poids de sa propre injustice. Et le document fait un parallèle avec l'Antiquité, avec Néron. Oui, et là encore, le focus est mis sur le lien de cause à effet, la cruauté et la décadence de Néron. Ce n'est pas juste une histoire de traits de caractère, c'est présenté comme des symptômes Mais symptôme de quoi, Ève? de la décomposition de l'Empire romain. Et pour bien montrer que le schéma traverse les âges, il fait un bond en avant jusqu'à Richard Nixon. Le Watergate. Le Watergate, c'est la version moderne de la même histoire, la corruption au sommet de la plus grande démocratie mondiale qui force un président à la démission. La forme change. Mais le fond reste le même. Voilà. Ce qui est frappant dans la façon dont ces exemples sont présentés, c'est qu'ils pointent tous vers une même conclusion. Le problème n'est pas l'individu, mais la structure. Mhm. Les notes insistent vraiment sur le fait que c'est un jeu réservé à une petite caste au sommet. Une élite qui utilise les leviers du pouvoir pour se maintenir en place. C'est le point central de cette première partie. L'analyse cite d'ailleurs une pensée d'Ivanov qui est assez radicale. C'est d'ailleurs... Il affirme que notre monde est dirigé par des corrompus. Prise au pied de la lettre, c'est une phrase très forte. Elle suggère que la corruption n'est pas un accident de parcours. Mais une condition? Une condition quasi nécessaire pour atteindre et se maintenir au sommet de la pyramide. Le système serait, en quelque sorte, conçu pour filtrer et favoriser ceux qui sont prêts à jouer ce jeu. D'accord, donc le système est conçu pour être corrompu. Mais alors, comment s'effondre-t-il? Si tout le monde au sommet joue le même jeu, d'où vient la chute? C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que l'analyse devient, je trouve, beaucoup plus fine. Elle quitte la corruption générale pour se concentrer sur le mécanisme précis de la chute. La trahison. Oui, le document distingue deux types de menaces. La première est externe et assez classique. Il appelle ça l'enlèvement des rois. L'enlèvement des rois. C'est une stratégie militaire et politique vieille comme le monde. On décapite le pouvoir adverse pour le déstabiliser. Le texte survole des exemples. Darius III capturé par Alexandre le Grand, Jean de Lebon pris par les Anglais. Pour montrer que c'est une constante. C'est la manière forte, visible. C'est la prise sur l'échiquier. On prend le roi, la partie est finie. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le plus l'auteur, j'ai l'impression. Pas du tout. Le vrai poison, selon lui, vient de l'intérieur. Ah, C'est le deuxième type de menace et le plus redoutable. Le document se concentre sur la trahison par le cercle de confiance.
Reprenons Louis XVI. Oui. Sa chute n'est pas seulement due à la pression de la rue. Le texte souligne le rôle de ses propres nobles, de ses cousins, comme le duc d'Orléans, qui ont activement conspiré avec les révolutionnaires. La menace la plus mortelle se trouvait dans les salons dorés de Versailles et pas seulement dans les faubourgs de Paris. Exactement. On voit se dessiner un schéma encore plus spécifique. Ce n'est pas juste que le pouvoir corrompt, c'est que le pouvoir isole. Et cette isolation, elle rend aveugle à la menace la plus proche. C'est une excellente synthèse. L'auteur semble dire que plus on est haut, moins on voit la dague qui s'approche dans notre dos. C'est tout à fait ça. Et les exemples s'accumulent pour renforcer cette idée. Édouard II d'Angleterre, renversé par une conspiration menée par sa propre femme, Isabelle de France et son amant, Par sa femme. ou l'empereur byzantin Alexis II Comnène, un enfant trahi par sa propre famille alliée aux croisés. À chaque fois, le coup de grâce est porté par la main qu'on était censé pouvoir serrer en toute confiance. L'épouse, le frère, le conseiller. Le plus proche. Le plus proche. Le véritable bug que cette analyse met en lumière, c'est l'incapacité du pouvoir à se méfier de ses propres fondations. Et le parallèle avec l'époque moderne est assez audacieux. Le cas de Maduro au Venezuela est cité avec cette affirmation choc qu'il aurait été livré sur un plateau d'or à Trump par son propre entourage. Oui, et qu'on y croit ou non, ça s'inscrit parfaitement dans cette logique. La trahison interne comme arme politique ultime. La leçon que le document tire de tout ça est glaçante. Pour un dirigeant, la confiance n'est pas une vertu, c'est un risque mortel. La loyauté est une monnaie d'échange qui peut perdre toute sa valeur du jour au lendemain. La vigilance permanente devient la seule condition de survie. Voilà, on a donc ce tableau. Un cycle quasi inévitable de corruption et de trahison. Ça se répète à travers l'histoire. On pourrait s'arrêter là et conclure que c'est juste une tragique facette de la condition humaine. Mais ce n'est pas ce que fait le texte. Non, c'est précisément là que l'auteur refuse de s'arrêter. Pour lui, dire « c'est la nature humaine », c'est une démission de la pensée. Il propose de remonter bien plus loin, pour chercher si ce programme n'a pas été installé à l'origine. Et là, c'est un changement d'échelle radical. On quitte l'analyse historique pour basculer dans un véritable récit des origines, une cosmogonie. Alors, c'est quoi le cœur de sa thèse? Le cœur de la thèse du document est le suivant. Nos structures sociales, cette tendance à la hiérarchie, à la corruption et à la trahison, ne sont pas de notre fait. Elles seraient un héritage. Un héritage? L'héritage d'êtres que le texte nomme les Anunnaki. Attendez une seconde. On passe de Nixon et de la Révolution française à des Anunnaki. Le document explique comment il fait ce saut. Il se base sur quoi pour avancer une telle théorie? Oui, l'argumentaire s'appuie, sans les citer exhaustivement, sur des réinterprétations de textes sumériens et d'autres mythologies anciennes. D'accord. Selon cette lecture, les Anunnaki seraient une race d'êtres extraterrestres. Ils seraient venus sur Terre il y a environ 320 000 ans. Et pourquoi faire? Leur planète d'origine, Nibiru, aurait eu un problème atmosphérique, et leur seule solution était de pulvériser de l'or dans leur atmosphère pour la stabiliser. La Terre étant riche en or, Oui, ils seraient venus ici pour l'exploiter. c'est ça. Voilà. D'accord, donc une mission minière à l'échelle cosmique. Et nous, les humains, on arrive où dans cette histoire? On serait la main-d'œuvre. Selon cette théorie, après avoir tenté d'extraire l'or eux-mêmes, les Anunnaki auraient trouvé la tâche trop pénible. Ils auraient alors décidé, par manipulation génétique, de créer un travailleur primitif. C'est ce que le texte appelle la race adamique. L'humanité aurait donc été conçue, dès son origine, comme une race d'esclaves au service d'une autre espèce. Ça change radicalement la perspective sur l'origine de l'homme. Et si on suit cette logique, quelles seraient les conséquences concrètes de cet héritage aujourd'hui? On ne voit plus d'Anunnaki dans des mines. Les conséquences seraient structurelles et profondes. D'abord, sur le plan social, pour contrôler leur main-d'œuvre, les Anunnaki auraient instauré une société pyramidale et patriarcale. Une élite au sommet? Eux et leurs descendants hybrides. Et les masses à la base, conçues pour être en compétition permanente pour les ressources et le pouvoir. La stratégie diviser pour mieux régner ne daterait pas des Romains. Mais serait inscrite dans notre ADN social. C'est l'idée. C'est une idée assez sombre. Que nos conflits ne sont pas des accidents, mais le produit d'une conception initiale. Le texte mentionne aussi une manipulation spirituelle. C'est encore autre chose. C'est le deuxième pilier du contrôle. Et peut-être le plus important. Pour justifier leur domination, les Anunnaki se seraient fait passer pour des dieux. D'accord. Mais le texte est précis sur ce point.
Il ne s'agit pas juste de se faire adorer. Il suggère que des concepts comme le péché originel, la culpabilité innée ou le sacrifice rituel auraient été introduits pour créer une dépendance psychologique, une dette spirituelle permanente de l'humanité envers ses créateurs. Une dette. C'est ce mécanisme de dette, selon l'auteur, qui est la racine la plus profonde du contrôle. Donc un contrôle physique par la structure sociale et un contrôle mental par la religion et la spiritualité. C'est un système de domination totale. Mais comment est-ce que ça se connecte à notre monde actuel, à la corruption de nos élites dont on parlait au début? Le document établit un lien direct. Il postule que les fils des Anunnaki, qu'il identifie aux lignées des élites mondiales actuelles, Perpétuerait ce système. exactement. Les outils ont changé, mais l'objectif resterait le même. Au lieu de se présenter comme des dieux descendants du ciel, ils utiliseraient des instruments de contrôle plus subtils. La propagande médiatique, la désinformation, l'ingénierie financière, les crises orchestrées. D'accord. Toutes ces stratégies viseraient à maintenir les populations dans un état de peur, de confusion et de division, les empêchant de réaliser leur véritable potentiel et de remettre en question l'autorité en place. La corruption ne serait alors que le symptôme visible de ce programme de contrôle ancestral. Alors, si on récapitule ce parcours, c'est vertigineux. On est parti d'exemples historiques de corruption, de Louis XVI à Nixon. On a décortiqué le mécanisme de la trahison par les proches comme étant la cause la plus fréquente de la chute des puissants. Et tout ça nous a mené à une théorie radicale qui prétend que ces schémas ne sont pas humains, mais l'écho d'une manipulation originelle par une race extraterrestre. Voilà. Et si on met de côté un instant la question de savoir si on y croit ou pas, l'argument central du texte est de dire « La corruption et la trahison au sommet ne sont pas des accidents de l'histoire, ni une fatalité de notre nature. Non. Elles sont, dans cette perspective, le résultat d'un dessein, d'un héritage consciemment programmé. » Et c'est là que le document propose sa solution. Parce qu'il y a une solution. Face à un problème d'une telle ampleur, la solution ne peut pas être politique. Ce n'est pas en changeant de président ou de système qu'on résoudra le problème si le programme est plus profond. Exactement. La seule issue, selon cette analyse, est individuelle et spirituelle. La première étape serait la prise de conscience de cette manipulation historique. Comprendre les règles du jeu pour pouvoir commencer à le déjouer. D'accord, la prise de conscience. Et la deuxième étape? La seconde étape serait de se reconnecter à ce que le texte appelle notre véritable potentiel spirituel, coupé par les dieux Anunnaki, pour s'affranchir de leur influence et sortir de la matrice de contrôle. C'est une libération qui passe par l'esprit. C'est un changement de paradigme complet. L'ennemi n'est plus un système politique ou une classe sociale, mais une programmation mentale vieille de millénaires. C'est précisément l'idée. La prise de conscience de la cage est la première condition pour en trouver la sortie. Et tout cela nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la réflexion. Au-delà de l'adhésion ou du rejet de la théorie des Anunnaki, quelle est la valeur de regarder nos structures de pouvoir, nos cycles de corruption, non plus comme une fatalité, mais comme un héritage? C'est une bonne question. Après tout, un héritage, aussi lourd soit-il, n'est pas une condamnation éternelle. C'est quelque chose qui peut être interrogé, compris, et peut-être même, un jour, dépassé.